reprends la réflexion de Rousseau. Donc, comme je vous le disais, dans cette note, un extrait de la 8e lettre écrite tirée de son ouvrage « Les lettres écrites de la montagne ». Donc, dans cette 8e lettre, il fait une note qui est très importante. Alors, il commence par citer Tronchin. Donc, je vous ai dit la phrase. En général, dit l'auteur des lettres, hein, donc l'auteur des lettres, c'est Tronchin. En général, dit l'auteur des lettres, les hommes craignent encore plus d'obéir qu'ils n'aiment à commander. Donc, Tronchin dit, dans son ouvrage, les lettres écrites de la campagne, Tronchin dit, certes, il y a un désir de pouvoir chez les êtres humains, mais encore plus grand que le désir de pouvoir, il y a la volonté d'indépendance, le fait de ne pas obéir. Et Rousseau dit, non, pas du tout. Alors, attention, Rousseau ne fait pas une réflexion générale qui vaut pour tous les temps, tous les pays, parce que Rousseau considère que c'est la société qui induit les comportements dont il va parler. Mais le constat social tel que Rousseau le fait, il est, je dirais, aux antipodes de ce qu'affirme Tronchin. Puisque Rousseau va se servir de cette note pour traiter du deuxième point là qu'on avait indiqué, hein. Dans le premier paragraphe qu'on a lu, non seulement il distingue la liberté de l'indépendance, hein, la liberté c'est pas faire uniquement ce qui nous plaît, sinon on détruit la volonté des autres et les autres détruisent notre volonté, mais surtout le deuxième point que là il va éclairer par sa note, c'est que la liberté n'est pas un rapport de pouvoir. Et avoir du pouvoir sur quelqu'un, ça n'est pas être libre. Et encore moins être soumis à quelqu'un, effectivement, encore moins être soumis à quelqu'un veut-il dire être libre. Alors ici, tu as un historien latin qui est Tacite, parce que Tacite avait une vision du corps humain désenchantée, en tout cas différente de celle de Tronchin. Il s'exprimait aussi Tacite dans un contexte qui était la société romaine. Et donc Rousseau dit, Tacite en jugeait autrement, il connaissait le cœur humain. Ça veut dire que, selon Rousseau, Tronchin se trompe. Pourquoi se trompe-t-il ? Pourquoi est-ce que le désir de pouvoir est très grand chez les êtres humains de son époque, dans la société, dans les sociétés de son époque, et pourquoi ce désir de pouvoir est-il non seulement différent de la liberté, mais même contraire à la liberté? Rousseau s'en explique. Si la maxime était vraie, c'est-à-dire c'est ce que Tronchin nous dit, si la maxime était vraie, les valets des grands seraient moins insolents avec les bourgeois et l'on verrait moins de fainéants ramper dans les cours des princes. Alors il tape fort Rousseau, il s'exprime avec style, avec clinquant et aussi avec profondeur. Il veut dire quoi? Il veut dire que il fait référence à une situation, vous allez voir, je vais prendre une situation plus moderne, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Il dit mais finalement les grands aristocrates ont une domesticité, ils ont des domestiques, ils ont des valets. Ils ont des intendants, ils ont des femmes de chambre, ils ont des valets. Ces valets sont en position de subordination. Ils sont soumis à leur maître pour leur subside, parfois maigre subside, pour être logés, etc. Mais pourtant, ces valets sont insolents avec les bourgeois, qui sont parfois riches, qui ne sont pas nobles. Qui ne sont pas nobles, donc qui ne sont pas dans la société aristocratique du temps de Rousseau, quand on pense à la France, dans une position, je dirais, de prééminence sociale. Mais qui peuvent être riches, et bien plus riches que les valets, et surtout indépendants économiquement. Oui, mais ils ne sont pas dépendants des valets. Non, mais les valets, qui pourtant sont dans une position subordonnée par rapport aux aristocrates, quand ces aristocrates reçoivent des bourgeois chez eux, quand ils croisent des bourgeois avec leurs valets, les valets sont insolents avec les bourgeois. Alors qu'ils sont subordonnés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se complaisent dans leur poste de subordonnés. Ils acceptent leur position de subordination et même ils se rengorgent du prestige de leur maître. Ils bombent le torse parce que leur maître a du prestige. Ce qui peut paraître insensé, parce que ça veut dire que vous n'êtes que la petite main ou le serviteur de la personne qui est en position de maître, mais vous vous parez de son prestige, qui implique votre soumission pourtant, pour mépriser les autres. Sauf qu'il compare l'aristocrate au bourgeois, oui. et la pyramide est comme ça. Oui, la pyramide en tout cas de prestige. De prestige, effectivement, est inégalitaire, voilà. Tout à fait. Mais le valet, il est extrêmement bas dans l'échelle sociale. Non, il s'est identifié. Il fait partie de la sphère de son maître. Oui, il fait partie de la sphère de son maître. Il s'est identifié à son maître, il fait corps à son maître. Il est le domestique de son maître, et donc il va mépriser le bourgeois comme s'il faisait corps avec son maître.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est prêt à accepter une position de subordination pour peu qu'on puisse être paré d'un prestige, même de façon indirecte, pour mépriser quelqu'un d'autre. Parce que si le valet raisonnait à lui en termes simplement de conditions sociales, il pourrait se dire « bon, je ne suis pas en état de mépriser quelqu'un d'autre quand même ». Mais là, c'est... voilà. Et Rousseau rajoute à l'attention des courtisans qui passent leur temps dans les cours, qui passent leur temps dans les mondanités. Donc si la maxime était vraie, on verrait moins de fainéants ramper dans les cours des princes. Là, les fainéants, ça concerne les nobles, pour le coup, qui passent leur vie dans des mondanités, dans une vie au XVIIIe siècle de salon, dans une forme de courtisanerie, etc. Alors je prends un exemple moderne, vous allez me dire si vous parle, si vous le trouvez pertinent. Je transpose un peu la situation. Alors attention, je prends un exemple, je dis pas que tout le monde est comme ça, et je caricature peut-être, pour ne pas que vous pensiez que je projette à chaque fois sur ce cas de figure. Admettons, prenons un magasin de luxe, par exemple un magasin de maroquinerie avec des sacs extrêmement chers, voilà. Et prenons un vendeur ou une vendeuse qui travaille dans ce magasin, qui ne gagne pas beaucoup, qui vend des sacs, je ne sais pas combien vaut un sac Hermès ou un sac... c'est pas les plus chers d'ailleurs, les sacs Hermès, c'est les sacs... c'est Gucci qui c'est... Il y a des modèles moins chers, mais il y a des modèles... Il y a des modèles très 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 chers, donc plusieurs milliers d'euros, et la personne évidemment ne gagne pas ça, ne gagne pas de quoi s'acheter un sac. Mais elle travaille dans le magasin. Elle s'habille en fonction pour travailler dans le magasin, elle met peut-être un costume si c'est un homme, et voilà, pour être au contact de la clientèle qui, elle, va pouvoir s'acheter éventuellement ces marchandises. Clientèle qui entre dans le magasin. Admettons que, pour corser un petit peu la situation, dans le magasin, des personnes qui ont de l'argent. Sinon, ils n'entreraient pas dans le magasin pour s'acheter quelque chose. Ils viennent pas là pour flâner, ils viennent là pour se faire un cadeau, pour faire un cadeau, je sais pas, à leurs enfants, voilà. Ils ont de l'argent, mais ils habitent peut-être pas Paris, ils n'ont pas l'habitude de fréquenter les magasins de maroquinerie, ils sont pas habitués à ce type de magasin. Ils ont de l'argent, mais ils ont peut-être pas les codes. Enfin, ils entrent dans le magasin et ils regardent un peu comme des personnes qui sont nouvelles dans un espace social, qui regardent un petit peu étonnés. Ils n'ont pas l'habitude du magasin. Je prends un cas de figure. Admettons que le vendeur ou la vendeuse voit tous les jours des personnes qui sont tendances, qui ont l'habitude des magasins de luxe, qui s'achètent des sacs extrêmement chers, et que vous avez l'habitude de frayer dans votre univers professionnel avec ces personnes. Et là, vous voyez quelqu'un qui arrive, qui n'est pas vraiment à son aise, qui a les moyens, mais qui n'est pas à son aise, et voilà. Quel est le comportement que peut avoir un vendeur ou une vendeuse à l'égard de ces personnes qui sont peut-être, je sais pas, un peu perdues, un peu maladroits dans leur formulation, dans leur... Est-ce que ça vous fait penser à l'exemple que prend Rousseau? C'est-à-dire le fait que, alors que la personne est en position sociale et qui n'est pas une position de richesse, alors qu'elle est en position subordonnée, puisque c'est un vendeur, une vendeuse du magasin, c'est pas la propriétaire du magasin ou du magasin franchisé, encore moins de la marque, qu'elle voit rentrer des personnes qui ont plus d'argent qu'elle, elle peut avoir un petit ton de mépris à leur endroit, parce qu'elle est parée du prestige de la marque, de ce qu'elle vend, de l'habitude qu'elle a de recevoir des personnes qui, elles, ont plus d'aisance, d'agilité dans ce... Voilà. Ça peut arriver. Je dis pas que c'est à chaque fois le cas, je dis pas que c'est toujours le cas, je dis pas... C'est juste une transposition. Parce que je ne vais pas vous prendre un exemple d'aristocrate, on n'est plus dans une société aristocratique, la seule noblesse maintenant c'est l'argent, donc on n'est plus dans une société, si vous voulez, d'État, comme on était dans la société des trois États, avec le peuple, l'aristocratie, le clergé. Mais est-ce que vous comprenez la situation où quelqu'un, alors qu'il est en position peut-être d'infériorité sociale, comme le valet, peut avoir par intégration d'un prestige auquel il participe, par sa subordination, un mépris envers quelqu'un qui a plus de moyens, mais qui n'appartient pas à sa sphère, à la sphère sociale que l'autre fréquente. Je disais le film Pretty Woman, mais après, bon, c'est pas... Le film Pretty Woman. Ouais, c'est une prostituée, du coup, qui arrive
Oui. Il lui donne beaucoup d'argent pour aller dans les boutiques, pour Oui. chercher une nouvelle garde-robe parce qu'elle s'habille vraiment. Oui, il y a la scène de la garde-robe, oui, oui. Voilà, et donc du coup, elle arrive dans la boutique et elle est jugée par les vendeurs. Elle est bien sûr Parce qu'elle jugée. arrive avec son apparence, Bien sûr. elle a l'argent. Et donc du coup, elle y retourne avec. Oui, oui, Voilà. oui. Et le comportement de ces femmes change totalement. Ah, il est évident que... Alors, je dis pas que le regard le plus dur va être celui des femmes envers les autres femmes, mais elle arrive avec un certain style, un peu débraillé, et effectivement, alors qu'elle a l'argent, on va la regarder de pied en cap, de la tête aux pieds, voilà. Donc, il y a une petite forme de mépris, alors qu'effectivement, elle arrive avec un pouvoir, maintenant on dirait un pouvoir d'achat, qui est énorme. On ne sait pas son argent, mais elle vient pour acheter, elle vient pour dépenser de l'argent et pour faire vivre aussi les personnes qui sont dans la boutique d'une certaine façon. Et je me demande si c'est pas dans cette scène où Richard Gere donne, il y a une phrase que je ne prononcerai jamais sans doute, donne sa carte et je crois qu'il dit dépense illimitée, ou je ne sais pas, il dit une phrase que je ne prononcerai sans doute jamais. Et c'est dommage que j'ai pas joué dans un film pour dire la même chose, qu'au moins j'aurais pu dire une fois dans ma vie cette phrase en donnant cette carte qui doit être, je sais pas, une carte Visa premier. Et je regrette de jamais aussi. Il y a des phrases qu'on ne dira jamais. Donc voilà. Pardon? Platinum plutôt. Platinum, oui, voilà, où je ne sais pas quelle est la carte. Donc moi ça m'avait frappé, parce que je m'étais dit tiens c'est une phrase, je peux pas la dire, je peux pas la... Donc voilà. Donc, ce que nous dire, alors moi c'est simplement une transposition pour faire comprendre, parce qu'évidemment on parle de valets, on parle de grands, d'aristocrates, c'est un univers social, mais qui n'est pas sans pertinence pour nous quand même. Hein. Pensez au prestige interposé, à la position de subordination où on s'identifie à la personne qui est au-dessus de nous, etc. D'accord. Alors. Ou des assistants, peut-être, des assistantes, conseillers en communication, peut-être. Voilà. Vous avez des exemples Non, si vous voulez toucher le bouton. Ah oui. Il faut faire attention. Alors Rousseau poursuit sa réflexion. Alors toutes ces phrases sont très célèbres parce que c'est un passage où justement il affirme que le désir de pouvoir produit des effets de servilité, de courtisanerie, de mondanité, de bassesse, contraire à la noblesse. Il va opposer la noblesse de cœur à la noblesse de cour, justement. Donc on poursuit. Donc Rousseau s'est opposé aux paroles de Tronchin, il a cité Tacite, il vient de prendre l'exemple des valets et de leur mépris, qui rentre dans un effet de subordination, mais qui n'empêche pas le mépris. Il est peu d'hommes d'un cœur assez sain pour savoir aimer la liberté. Tous veulent commander, à ce prix, nul ne craint d'obéir. Là, ce sont des formules, si vous pouvez les souligner ou les garder en tête, je pense qu'elles sont emblématiques, elles sont canoniques. Hein. Il est peu d'hommes d'un cœur assez sain pour savoir aimer la liberté. Il faut savoir l'aimer, la liberté. Il faut savoir ce qu'elle est et savoir l'aimer. C'est pas un donné, c'est pas un acquis de naissance aussi. C'est la comprendre, c'est savoir ce qu'elle n'est pas, c'est savoir là où on se fourvoie, là où on la quitte, là où on l'abandonne, là où on y renonce, là où on se trahit, d'une certaine façon. Et ça a un coût. Mais de même qu'à un coût, le désir de pouvoir. Ça a un coût aussi, puisqu'il faut renoncer à certaines choses, il faut de la souplesse, il faut avoir une échine pas trop raide. On n'a pas le sentiment quand on est dans une recherche de pouvoir. Ah, peut-être, effectivement, on ne le vit pas comme un abandon de liberté, quoique on est obligé de se plier. Au début, on s'en rend pas compte. On dira qu'on s'adapte. On dira qu'on s'adapte. C'est justement toute l'ambiguïté du monde actuel qui loue l'adaptation, qui est une vraie qualité, puisque quand on ne s'adapte pas, on peut souffrir, mais quand l'adaptation, alors c'est un compromis avec la situation, hein, mais quand elle devient compromission, c'est là qu'on finit par s'abandonner soi-même. Puis après on rentre, alors peut ne pas avoir de conscience, puis on peut se regarder dans la glace et on peut avoir de la mauvaise foi, etc. Mais on peut avoir des problèmes de conscience, etc. Mais en tout cas, phrase vraiment à souligner, hein, il est peu d'hommes d'un cœur assez sain pour savoir aimer la liberté, tous veulent commander à ce prix, nul ne craint d'obéir.
Ça veut dire que le désir de pouvoir conduit à l'obéissance. Le désir de se faire obéir conduit à une forme de servilité. Et alors Rousseau poursuit par un exemple qui peut-être va vous parler sur l'ambition. Un petit parvenu se donne 100 mètres pour acquérir 10 valets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a énormément d'ambition, quand on est prêt, quand on veut à tout prix monter dans une échelle, une hiérarchie, on est prêt à accepter les maîtres qui sont au-dessus de nous et accepter une forme de vassalité, pour peu qu'on puisse commander à certains, qu'on ait un petit poste de commandement. Moi, je prends toujours l'exemple pour expliquer ce passage du petit chef, du syndrome du petit chef. C'est-à-dire le petit chef, il a, dans le terme petit chef, il a d'autres chefs, il a un N plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, qui peut-être aussi le rabroue, voire l'humilie peut-être, ou en tout cas le remettre à sa place. Mais il l'accepte très bien pour peu qu'il puisse commander à certains qui sont ses subordonnés, sur lesquels d'ailleurs il peut se venger de l'obéissance qu'il est obligé de consentir aux autres. Vous voyez ? C'est très actuel, je trouve. C'est très actuel. Un petit parvenu se donne 100 mètres pour acquérir 10 valets. Ça, c'est une phrase aussi emblématique qu'on peut garder. Ouais. Vous trouvez que ça correspond à beaucoup... Ça a du sens? Ça fait sens pour vous. D'accord, très bien. Alors, on continue... Je ne me considère pas comme un petit parvenu. Non, mais ça... Ce à quoi ça peut renvoyer. Ça te renvoie à des images claires. Je trouve que dans l'administration, on a quand même de fabuleux exemples. Ah, vous avez lâché le mot, l'administration. Vous n'êtes pas filmé. C'est moi qui suis filmé. Vous n'êtes pas filmé. Voilà. Il y a progressé, devenir chef de service, chef au masculin ou au féminin, etc., etc. Mais moi, Voilà. en tant que public. Ah, en tant que public. Usager. En tant qu'usager par rapport au... Usager de l'administration. Oui. Où peut y avoir Des cas de figure. Complètement aberrants, tout simplement parce que il y a un semblant d'autorité en face. D'accord. Il a un pouvoir, ça c'est vrai. Oui, pouvoir de décision. Oui, de tendre la main pour prendre un papier. Je vous donnerai pas l'exemple. Oui. Les impôts, non? Allez, Non, c'était ça pourrait aller. Vous citez les impôts, il y a d'autres administrations. Oui. Enfin, en tout cas, dès qu'il y a une hiérarchie, une structure de pouvoir, des degrés, des subordinations, des échelles, etc., des échelons, Rousseau nous dit, en fait, l'acceptation, on accepte d'autant plus de se plier, de s'adapter, d'avoir l'échine souple, qu'on peut espérer obtenir un poste qui nous permette de commander à d'autres, d'assouvir ce désir de pouvoir, ce désir de commander, ce désir de se faire obéir. Ça marche ? Et Rousseau finit sa note, qui est petite, c'est une petite note, mais que je trouve très dense parce qu'elle est très parlante. Il finit sa note par une opposition entre la noblesse de cœur et la noblesse de cour. Il va réintroduire les bourgeois pour justement parler, enfin des bourgeois, pas les bourgeois au sens simplement de personnes qui ne sont pas nobles. Il va réintroduire l'idée des républicains. Dans un régime républicain, il n'y a pas de noblesse ou d'aristocratie. Et justement, il va en parler. Il n'y a qu'à voir la fierté des nobles dans les monarchies, avec quelle emphase ils prononcent ces mots de service et de servir. Combien ils s'estiment grands et respectables quand ils peuvent avoir l'honneur de dire « le roi mon maître ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, Rousseau se moque des aristocrates, parce que les plus grands aristocrates, alors les plus grands aristocrates, c'est les princes, et puis ensuite il y a les ducs, etc. En fait, ils ne s'en rendent même pas compte, mais ils se complaisent à se dire les serviteurs du roi, qui est une attitude en fait... alors évidemment, on peut considérer que c'est une façon de servir l'État, d'être le ministre du roi. Mais en fait, ce que veut dire Rousseau, c'est qu'ils ont tellement intégré, alors même qu'ils sont en position de domination, pourrait-on dire. On pourrait dire que c'est le haut du panier, c'est le haut de la hiérarchie sociale, de l'aristocratie. Ils sont encore dans une position où ils se complaisent dans la vassalité. Parce qu'en fait, c'est un honneur pour eux d'être les premiers serviteurs du roi. Et Rousseau dit, c'est pas ça un être libre. Parce que Brigitte disait tout à l'heure, on n'est jamais le dernier maillon de la chaîne. Il y a encore le roi. Même quand vous êtes duc,
Mais ce n'est pas simplement qu'il y a encore un au-dessus de vous, c'est que vous vous complaisez dans le fait de vous dire son serviteur. Et Rousseau dit, ce n'est pas ça l'état d'esprit de la liberté. Et regardez la dernière phrase où il oppose noblesse de cœur et noblesse de cour. Donc combien ils s'estiment grands et respectables quand ils peuvent avoir l'honneur de dire le roi mon maître, combien ils méprisent des républicains qui ne sont que libres et qui certainement sont plus nobles qu'eux. Combien ils méprisent des républicains qui n'ont pas de noblesse, d'aristocratie, de titre de noblesse, de quartier de noblesse, mais qui sont beaucoup plus nobles dans leur comportement, dans leur attachement à la liberté politique, que ne le sont dans leurs rapports sociaux. Ça marche ? Quelle année il a écrit ça ? 1763-1764. Il écrit ces lettres écrites de la montagne à cheval sur les 2 années. Oui, avant la Révolution. Rousseau ne verra pas la Révolution, il mourra avant. Oui.